sommes de retour, mesdames, messieurs, après une pause brève où nous avons voulu nous désaltérer un peu. La mesure s'impose toujours sur tous les plateaux du débat panafricain. Nous sommes donc de retour avec vous, nous l'espérons, pour ce dernier sujet qui n'est pas moins important que les autres. Nous parlons de corruption, nous parlons de corrompus, nous parlons de corrupteurs, nous parlons de l'Afrique, nous parlons également et surtout du rapport de Transparency International, celui qui concerne les sondages qui ont été faits en l'année 2015, qui est terminé pratiquement. Nous allons donc parler également de l'élément que nous a préparé Nadège Ngouini sur le sujet, et on le regarde, à tout de suite. La lutte contre la corruption, c'est l'affaire de tous. La corruption demeure sans aucun doute le plus redoutable défi qui se pose à la bonne gouvernance, à une croissance économique durable, à la paix, à la stabilité et au développement de l'Afrique. Outre le record des conflits, de la famine, de la malgouvernance, du chômage, de la prostitution, des maladies sexuellement transmissibles, entre autres, l'Afrique subsaharienne en particulier détiendrait également le trophée mondial de la corruption. Le tout dernier rapport de l'ONG Transparency International et du projet Afrobaromètre portant sur la situation de la corruption dans 28 pays d'Afrique subsaharienne est publié à l'occasion de la Journée internationale de la lutte contre la corruption, qui a eu lieu le mercredi 9 décembre 2015 et intitulé People and Corruption Africa Survey 2015, fait un constat sans équivoque. D'après les résultats des sondages effectués sur un échantillon des 43 143 ressortissants africains entre mars 2014 et septembre 2015, pour 58% des personnes sondées, les faits de corruption sont en hausse dans cette région du continent et la police occuperait la première place dans ce classement, suivi des avocats et des hommes d'affaires. Pour les auteurs de ce sondage, la persistance de la corruption est l'une des causes de l'enracinement de la pauvreté sur le continent, car elle crée et alimente la pauvreté et l'exclusion. Toujours selon Transparency International, ce sont les pays où la pauvreté est la plus aiguë qui se retrouvent chaque année en queue de peloton de l'indice de corruption. C'est-à-dire que ce sont les pays les plus corrompus qui sont également parmi les plus pauvres du monde. Les experts distinguent ainsi deux types de corruption. La grande corruption, souvent le fait des membres du pouvoir politique ou du secteur privé, et la petite corruption du fait du commun des citoyens. Ces deux formes de corruption agiraient comme une taxe latente et réduisent en miettes les maigres ressources des plus démunis. En clair, lorsque les fonds publics sont détournés au bénéfice de quelques intérêts privés, ce sont les pauvres qui, en définitive, sont les plus affectés, car ils ne peuvent plus disposer de l'appui matériel de l'État pour les services essentiels. Ils sont ainsi des millions d'Africains privés de leurs besoins fondamentaux tels l'alimentation, l'accès aux soins, à l'éducation, à l'eau potable, au logement et, de manière générale, aux conditions de vie décentes qui conforment la dignité humaine. En vue de lutter efficacement contre ce fléau réfractaire à tout type de développement, la Commission économique pour l'Afrique, CEA, dont le siège se trouve à Addis Abeba en Éthiopie, a lancé le programme régional de lutte contre la corruption en Afrique. Cette initiative, qui a été prise avec le Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption, viserait donc à renforcer la lutte contre la corruption sur le continent et garantir l'existence d'un continent exempt de corruption. La Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée en 2003, et la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, datant également de 2003, constituent ainsi les principaux cadres stratégiques et politiques de l'élaboration du dit programme. Son principal objectif étant de faciliter l'élaboration et la mise en œuvre de ces deux cadres sur le continent africain. Entre autres définitions, la corruption est la perversion ou le détournement d'un processus ou d'une interaction avec une ou plusieurs personnes dans le dessein pour le corrupteur d'obtenir des avantages ou des prérogatives particulières ou pour le corrompu d'obtenir une rétribution en échange de sa connaissance. Elle conduit en général à l'enrichissement personnel du corrompu ou à l'enrichissement de l'organisation corruptrice qui peut être de groupes mafieux, une entreprise ou un club. Celle-ci coûterait à l'Afrique un peu plus de 148 milliards de dollars par an, soit environ 25% du produit intérieur brut. Nous allons immédiatement
immédiatement rejoindre Luc Michel sur la question de la corruption. Vous avez remarqué que nous ne l'avons pas eu sur la question du Burundi. Nous avons un petit problème, c'est pas grave. Il nous revient donc maintenant avec la question de la corruption. Nous allons écouter son point de vue là-dessus. Bonsoir Luc Michel. La question de la corruption, elle est intéressante. Ce qui me met mal à l'aise dès le départ, c'est qu'on retrouve comme moteur de cette journée de la corruption 2015 une ONG occidentale qui est Transparency International, et que la façon dont on entend placer l'Afrique au centre de cette journée, elle repose sur un rapport de Transparency qui accable particulièrement le Cameroun. Il ne faut pas nier les faits que dénonce Transparency, mais il faut souligner qu'elles sont faites d'une manière biaisée et par une curieuse ONG. Les téléspectateurs d'Afrique Média connaissent bien Transparency International, puisque nous avions consacré en 2014 une émission spéciale dans le cadre de l'affaire dite des biens mal acquis et de l'agression contre la Guinée équatoriale. Transparency International, qui est dirigée par l'avocat Roger Bourdon, elle a des liens spécifiques avec de nombreuses multinationales françaises, et surtout, elle fait partie de ce que j'appelle la machine d'agression occidentale, singulièrement en Afrique, dont les ONG occidentales sont partie prenante au même titre que les forces militaires, que les forces spéciales, que la diplomatie ou que la manipulation des institutions internationales. Transparency International, c'est quelqu'un qui est au centre des attaques, par exemple, contre le président de Guinée équatoriale, Obiang-Nema Massogo, et contre d'autres États africains. La première chose, et j'insiste toujours là-dessus lorsque je parle de la corruption en Afrique, c'est que, contrairement à ce que font croire les médias occidentaux, et singulièrement Afrique Média en centrant le débat sur la corruption au Cameroun, c'est que la corruption n'est pas spécifique à l'Afrique, bien loin de là. Elle est spécifique à l'émergence d'une économie globalisée à domination américaine. Elle concerne au premier chef les États-Unis, l'Union occidentale et les pays où les firmes occidentales agissent. Je prendrai un cas qui est bien connu, c'est celui de la Belgique. La Belgique, en 2014, était 27e dans le palmarès mondial de la corruption. Ce qu'on reproche au Cameroun, la corruption qui concerne le militaire, le policier, le douanier et le fonctionnaire, c'est la même chose en Belgique. Toutes les semaines, on arrête des fonctionnaires, on les juge, pour avoir en Belgique vendu des permis d'habitation, des permis d'urbanisme. Toutes les semaines, des fonctionnaires, des policiers sont arrêtés, inculpés. La corruption, elle existe en Belgique à tous les niveaux. Un exemple typique en région de Bruxelles-Capitale, certains types de déchets ne peuvent pas être enlevés par les camions qui font la propreté de la voirie. Il suffit de glisser un billet de 20 ou de 50 pour que tout parte. C'est un des nombreux exemples de cette corruption. Plus on monte, évidemment, permis de bâtir, permis industriel, etc., plus la corruption se développe. Le système belge, comme tout le parlementarisme occidental, est un système gangréné. Il y a la Russie qui s'est intéressée à ça. Attaquée régulièrement sur le thème de la corruption par l'Union européenne, eh bien, la Douma a créé, avec des ONG russes spécialisées dans les droits de l'homme et la lutte contre la corruption, une commission spéciale. Ils ont produit, fin 2014, un rapport sur la corruption dans l'Union européenne qui reprend pays par pays les 28 pays. Eh bien, ce n'est pas triste. La corruption, elle est à tous les étages. Et l'Union européenne ferait mieux de se taire dans ce domaine-là. La chose qu'il faut dire aussi, c'est que le principal agent corrupteur, c'est précisément l'Occident et les firmes occidentales. Je vais vous prendre un exemple parce que les exemples sont ceux qui parlent le plus. C'est ce qu'on appelle le Kazakhsgate. Le Kazakhsgate, comme le nom ne l'indique pas, puisqu'il concerne au départ le Kazakhstan, il a des volets africains. Tout commence par une affaire ouverte en France dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, avec des sénateurs impliqués, etc. C'est une affaire de corruption avec un milliardaire kazakh qui s'appelle Kotek et qui réside en Belgique. Il y a quelques mois, j'avais d'ailleurs fait une émission sur Afrique Média sur ce sujet,
On arrête un bourgmestre, celui d'une très riche commune, c'est Waterloo. C'est un homme politique, il s'appelle Serge Kubla, ancien ministre. Il fait 4 jours de prison et pour sortir, il se met à table. On inculpe également en France, mais en Belgique, une autre personnalité politique, Armand de Decker, député de la très riche commune d'Uccle en région bruxelloise et ancien président du Sénat. Ces gens sont intervenus pour éviter des ennuis judiciaires, principalement à ce milliardaire kazakh Kotek, qui est un ami de Nicolas Sarkozy. Et c'est là qu'on découvre le volet africain en République du Congo de ce scandale. C'est-à-dire que Kotek s'est intéressé au rachat du principal complexe sidérurgique créé sous Mobutu congolais ex-zaïrois. Et pour ce faire, il doit corrompre, ce sont les Belges qui s'en occupent, dont Armand de Decker, il doit corrompre un ancien Premier ministre congolais dans une opération d'ailleurs où la corruption se fait, ne cherchez pas à comprendre, au niveau de la loterie congolaise. Et on est dans le schéma typique de la corruption occidentale, c'est-à-dire que pour un dossier concernant la France et le Kazakhstan, la corruption s'est exportée en Belgique et s'est exportée en Afrique au Congo. Des dossiers comme ça, il n'y en a pas des centaines, mais des milliers. On va dire une dernière chose, c'est l'immense hypocrisie des Occidentaux qui doit enlever évidemment tout complexe aux Africains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Union européenne entend se montrer exemplaire dans la lutte contre la corruption et il y a toute une série de dispositions, une lutte contre les zones grises de l'économie, contre les paradis fiscaux, etc. Mais à côté de ça, on a soigneusement organisé, notamment au niveau des fiscs de l'Union européenne, qui au contraire sont censés être en première lutte contre l'argent noir, on a organisé la légalisation de pratiques de corruption. Je vais revenir à l'exemple belge. En Belgique, vous ne pouvez pas corrompre un homme politique belge, mais vous pouvez aller corrompre un fonctionnaire et un homme politique africain, latino-américain, asiatique ou ouest-européen. Et disposition merveilleuse du fisc belge, l'argent que vous donnez à la corruption, vous le déclarez légalement en Belgique et vous le défalquez comme frais généraux de vos pertes de l'année, ce qui fait que l'entreprise qui corrompt à l'étranger a des avantages fiscaux en Belgique sur cette corruption. À côté de ça, on vous raconte de jolis scénarios, de jolis storytelling, comme disent les spécialistes américains de la manipulation des masses, sur les juges anticorruption, sur une Union européenne qui se voudrait propre. La corruption, elle est à tous les étages. La corruption en Afrique, elle existe dans les pays africains, mais lorsque vous montez au certain niveau, elle vient d'Occident. Il est temps que l'on mette un terme à ces pratiques, mais cela supposerait évidemment de changer de système économique, mais surtout de système politique, parce que le parlementarisme occidental, c'est la première zone de contamination de la corruption. Merci Luc Michel, nous comprenons que aucun coin de ce monde, de ce bas monde, n'échappe à ce fléau, la corruption, mais la question est pourquoi tabler à chaque fois sur l'Afrique, ou alors peut-être le mal viendrait-il de l'Afrique, je ne sais pas, c'est ce que je m'en vais demander à M. Kamalo Salif Tourabi. Déjà, à combien de pourcents devrait-on se fier à ces rapports de Transparency International, M. Kamalo? Merci, M. Alain Yetna, de m'avoir donné la parole pour la reprise de notre débat. Avant de revenir à votre question, je voudrais quand même revenir au thème précédent que notre débat, c'est un débat d'idées, d'opinions et que nous exprimons. Je pense bien que la situation du Burundi que nous venons de clôturer, on avait un mot à dire pour la clôture de ce thème que nous n'avons pas eu le retour de l'antenne. J'aimerais tout simplement faire comprendre aux gens et à tous les téléspectateurs et les panélistes de Douala que dans la démarche démocratique, un président de la République doit écouter son peuple.
Même s'il y a un problème, il faut une consultation populaire. Par rapport à... Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, monsieur Kamalo. Beaucoup même de choses n'ont pas été dites, pour parler comme ça, aussi simplement. Sauf que nous ne pouvons pas tout dire ce soir. J'aimerais que nous dépassions ce sujet parce que nous avons juste une trentaine de minutes à passer sur celui-ci. Donc vous me voyez navré de vous reprendre aussi brutalement la parole pour vous relancer sur le thème dont il est question, c'est-à-dire la corruption. Et je demandais à quel pourcentage devrait-on faire confiance à ce rapport de Transparency International. Tout simplement, M. Alain Yetena, que Transparency International, tout le monde connaît leur dévotion. C'est une ONG internationale qui est de l'Occident, pilotée par les Occidentaux, financée par les Occidentaux pour qu'elle soit toujours dans nos sirails, dans nos couloirs, pour nous emmerder. C'est une association comme si une association africaine naissait au Tchad ou au Cameroun pour travailler dans un système, dans un domaine donné. Donc, les rapports que fournit cette ONG internationale, Transparency International, moi, je ne me fie pas trop de ces rapports parce que ce sont des rapports pilotés par l'Occident. Quand nous parlons de cette corruption, ce n'est pas au niveau de notre continent que l'histoire a commencé. Les grandes sociétés multinationales qui viennent en Afrique pour faire leurs affaires, c'est à partir de cette arrivée sur notre continent et c'est eux qui nous ont inculqué cette démarche. Quand vous allez prendre l'histoire de la société Elf, qui s'est passé entre-temps, c'était les mêmes sociétés multinationales qui implantent leurs hégémonies, leurs prééminences et que vous allez retrouver que l'administration, même au plus haut sommet de l'État, de nos États, est contrainte d'aller dans ce sens. Parce que vous allez vous rendre compte qu'une société multinationale qui vient en Afrique, ils viennent dans leurs valises avec tout ce qu'ils peuvent charger et de plus haut sommet, ils touchent les autorités sans passer par les experts qui sont censés travailler avec eux. Donc, ils mènent un système de corruption à ce niveau et que maintenant, s'il est question de faire une évaluation de la situation de la corruption sur le continent africain, c'est de nous traiter comme si nous, on ne connaissait absolument rien de ce qui se passe par de l'Occident. Donc, franchement parlant, sur la problématique de la corruption en Afrique, c'est une situation, c'est une problématique qui gangrène dans notre administration jusqu'au plus haut niveau de l'État. Donc, c'est difficile puisque nous sommes toujours en plongée, nous sommes toujours baignés dedans. Comment faire pour s'en sortir de cet embriguelo, c'est tout à fait un problème. Donc, je pense que le pourcentage que moi je donne à ce rapport de transparence internationale, je vous dis que moi je ne considère pas ça pour donner un pourcentage. Merci beaucoup, Monsieur Kamalo. Nous comprenons que même si vous savez que l'Afrique est gangrénée par ce problème de corruption, Transparency International ne serait pas mieux indiqué ou alors indiqué pour venir sortir des sondages dont il est question. Vous restez des nôtres parce que tout à l'heure vous avez été un peu lésé du côté du Tchad, donc vous aurez un dernier mot sur ce sujet dans quelques instants. Je reviens passer la parole à M. Simo. Le rapport 2015, je le disais, sur la corruption en Afrique se base sur des sondages effectués en Afrique subsaharienne notamment par le baromètre mondial de la corruption. Les sondants ont interrogé 43 143 personnes issues de 28 pays de l'Afrique subsaharienne entre mars 2014 et septembre 2015. Nous irons peut-être pas à pas. Par exemple, 75 millions de personnes ont payé des pots de vin au cours de l'année écoulée, parfois pour pouvoir accéder à des services aussi élémentaires que la santé, l'éducation ou même de l'eau. Oui, monsieur, ce qui m'amuse beaucoup avec ces histoires de transparence internationale, c'est que je me rends compte que cette histoire n'est basée que sur l'Afrique. Je prends un cas très simpliste. Aux États-Unis, chaque jour, on écrase des Noirs
transparence n'existe pas. Il y a un matraquage, c'est-à-dire un scandale terrible aux États-Unis. Je pense que les histoires de transparence, c'est du menu fretin pour moi. C'est des histoires parce que la vraie corruption, on n'en parle même pas. On n'effleure même pas. Quand vous vous rendez compte, dans les histoires d'achat d'avions, on ne vous parle jamais des pots de vin qu'il y a derrière cette histoire. Maintenant, traversons, d'où vient-il pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la corruption est accentuée? Si on remonte un peu dans l'histoire, on va se rendre compte que depuis qu'on a privatisé les sociétés en Afrique, les salaires ont baissé complètement. Et ça, qui est à l'origine? Le FMI et la Banque mondiale. Qu'est-ce que sont ceux qui sont derrière le FMI et la Banque mondiale? C'est les Occidentaux. Et maintenant, arrivé à ce niveau, quand vous avez au Cameroun, par exemple, que je connais très bien, un médecin qui gagne 200 000 francs de salaire, bac plus 7 environ, oui. plus 5 ans d'expérience, par exemple. Et là, des gens ont par exemple dans 210 000. Vous imaginez que dans une ville où le niveau de vie est extrêmement élevé, vous pouvez faire quoi avec 250, même si c'était 300 000, à supposer. Je pense qu'il y a un réel problème. Je dis encore une fois, il ne faudrait pas que les gens laissent les vrais problèmes pour s'attaquer à la petite corruption. Parce que la plupart du temps, quand vous voyez ce qui se passe même... La corruption est un petit problème pour vous. Non, ce n'est pas un petit problème. Je ne dis pas que j'ai jamais dit ça. Ouais. Je dis que c'est la petite corruption. On s'attaque à la petite corruption, mais la grande corruption, on ne s'attaque pas. D'accord. Parce qu'en réalité, cette corruption qu'on parle en Afrique, c'est une corruption de survie. Parce que les gens sont obligés, pour joindre les deux bouts, de tout faire pour avoir de l'argent à tous les prix. Je prends un cas où je fais un accident. Je suis dans une ville comme Douala, je fais un accident, ma voiture est broyée. On vient faire le constat, je vais dans un poste de police pour qu'on me fasse déjà le constat, pour qu'on me donne les frais de constat, les trucs de constat, il faut que je paye de l'argent. Quand je sors de là, on envoie ce document ailleurs, où on va me ressortir, le commissaire doit signer. On me parle de quelque chose où on dit, ça un mandat. Je demande le mandat, on le paye où? On dit c'est à Bonanjo. Je dis Bonanjo. On dit non, vraiment, si vous payez ici, on va s'arranger. Il faut que je paye de l'argent pour qu'on me donne. Et les gens me disent que non, c'est parce que c'est leur matériel qu'ils utilisent. Je dis que vous êtes dans des bureaux administratifs. Vous êtes assis sur des sièges qui appartiennent à l'État. C'est quoi cette histoire? Ça, c'est une petite parenthèse. Maintenant, je rentre dans une histoire où on vient nous parler dans Douala des maisons qui sont en construction, qui peuvent s'écrouler sur les autres. Le ministre de l'Habitat, si un document envoie à la communauté urbaine de Douala, le délégué du gouvernement demande une commission qui descend sur place pour qu'on détruise la maison. Il ordonne. La maison est debout. Cette maison peut s'écrouler sur des gens. Personne n'en parle. Alors, est-ce que derrière il y a une corruption? Tout ceci, pourquoi? Parce que les gens sont rentrés dans un système de corruption où on ne sait pas où ça commence, où ça s'arrête. Et tout ça là, il faut absolument que ce sont les utilisateurs qui doivent lutter contre la corruption. Parce que toutes ces structures qu'on met en place ne peuvent pas lutter contre la corruption. Je prends un cas simple. Quand vous vous déplacez vers un fonctionnaire, vous trouvez un monsieur qui est assis derrière un bureau. Vous êtes le contribuable. C'est-à-dire c'est vous qui sortez de l'argent dans la poche pour mettre dans les caisses de l'État pour qu'on paye ce monsieur. C'est comme si vous avez votre ouvrier à la maison. Vous venez, vous lui demandez un service, et vous dites, monsieur, donnez-moi un peu d'argent avant que je travaille. Et pourtant, il a l'argent à la fin du mois. C'est la même chose. Il faudrait que les gens s'approprient leur autorité parce que c'est ça qu'il s'agit. Si jamais les gens connaissaient quelle est leur place, je ne pense pas qu'un fonctionnaire puisse se mettre derrière un bureau, il vous demande de l'argent, vous lui donnez. Parce que déjà, c'est que vous payez à travers les taxes. Quand vous payez un bout de pain, vous avez payé la TVA qui rentre dans les caisses de l'État, qui permet de payer les gens. Et cette histoire est devenue un truc extraordinaire en Afrique. On ne sait plus où ça a commencé. Or, ce sont ces gens qui, depuis la privatisation des sociétés en Afrique, qui ont accentué la corruption. Parce que les gens n'ont plus de salaire. Les sociétés ont fermé. Il y a plein de chômage. Quand on vous recrute même quelque part, c'est des problèmes. Et deux, il y a même l'État qui est complice de cette histoire. Je prends un cas au Cameroun. L'article 66, qui est on n'a jamais sorti un décret d'application pour l'article 66 qui concerne l'État camerounais. C'est-à-dire déclaration des biens. À partir de là, vous voyez un fonctionnaire il a 200 000 francs, 300 000 francs, mais quand vous voyez son train de vie, ça n'a aucun rapport. Vous voyez l'immeuble dans lequel il habite, c'est son immeuble, la voiture dans laquelle il roule, c'est incroyable. Les nombres de maîtresses qu'il entretient,
Mais la seule chose qu'on peut poser, est-ce que l'État a mis en place un mécanisme pour aller sur place, contrôler les gens, voir leur train de vie par rapport à ce qu'ils ont? Il dit non. Simplement parce que l'État l'a voulu. L'État l'a voulu. L'État entretient la corruption, même politique. Parce que même dans les partis politiques, N'Djamena ne me démentira pas. Même dans les partis, il y a la corruption. À l'Assemblée, il y a la corruption. Des députés qui ont 8 millions tous les mois, ou c'est tous les trimestres, pour soi-disant les micro-projets. Ça ne se trouve dans aucune loi. Ça ne se trouve dans aucune loi. Mais cependant, ils prennent 8 millions tous les mois. Mais on n'a jamais... tous les mois tous les ans. On n'a jamais fait une enquête pour savoir où part cet argent. Tout ce qu'ils peuvent réclamer, c'est l'augmentation de salaire quand il y a des trucs à justice. Là où ils sont unanimes, tous s'entendent. Mais il y a une corruption rampante à tous les niveaux et il faut qu'on fasse tout pour mettre un terme à cette histoire. Même si enfin, à Transparency International, Transparency, c'est de la corruption. Vous reconnaissez qu'il y a un réel problème. Oui, mais c'est pas Transparency qui va venir nous dire qu'il y a la corruption. Elle existe, on la voit. Elles ont besoin de pouvoir venir nous dire. Monsieur N'Djamena. Oui, je crois que Transparency Mais avant, je vous en prie, nous allons contenter quelques téléspectateurs parce que nous sommes déjà comme ça en train de nous acheminer vers la fin de l'émission. Madame Laure depuis l'Allemagne qui est depuis un certain moment en attente. Bonsoir chère dame et merci de nous rejoindre. Oui, bonsoir Alain Michel et merci de nous recevoir à votre antenne. Je voudrais d'abord saluer tous les panélistes d'Afrique Média et puis dire aussi bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous avez des sujets de débat très très intéressants aujourd'hui et j'aimerais m'exprimer sur le thème de la corruption pour faire savoir aussi que la corruption en principe c'est l'élément fondamental du capitalisme. On ne saurait pas parler de capitalisme sans corruption et parler de corruption sans capitalisme. Vous mettez fin à la corruption, vous mettez fin au capitalisme. Je pense que les nations aujourd'hui où le capitalisme c'est le système économique et politique dont les États-Unis et puis l'Union européenne et française, ce sont les premiers pays les plus corrupteurs de la terre. Je crois que de là, nous sommes certainement d'accord là-dessus. Et eux ne sauraient s'imposer de faire disparaître la corruption parce que ce serait mettre un terme à ce système qui depuis des millénaires existe et tout simplement ne servent que leurs intérêts. Et ce serait donc aberrant de venir imposer aux Africains qui n'ont même pas commencé à vivre ce qu'on appelle le capitalisme dans le sens depuis plein du terme, d'être des pays vraiment où il n'existe pas de corruption. Encore que ce sont eux qui viennent nous imposer leur système. Et pour pouvoir faire fonctionner le capitalisme en Afrique, il faut bien que il y ait de la corruption dès le départ. Moi, je pense aussi d'autre part qu'il faudrait que, comme les pays européens aujourd'hui, qui font croire que la corruption n'existe pas chez eux, ce qui est complètement faux. Tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est institutionnaliser cette corruption-là, comme Michel l'a bien décrit auparavant, et aussi la légaliser, même surtout les formes les plus criables de cette corruption. Quand on parle, par exemple, du lobbying, le lobbying, c'est quoi? C'est des représentants de grandes multinationales et des entreprises qui vont dans le Parlement, qui vont dans les ministères et conseils, tous ces niveaux gouvernementaux-là qui ont le pouvoir de décision, le pouvoir de décider des lois, pour les manipuler avec des pots de vin et tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent avoir des lois signées à leurs avantages, aux intérêts de leurs multinationales qui représentent. Ça, c'est une corruption à outrance. Et aujourd'hui, on se plaint en Europe d'ailleurs que les parlementaires ne sont plus des gens libres. Ce sont des gens qui travaillent simplement pour des multinationaux et même les chancelleries également. Ils n'ont jamais fait disparaître la corruption. Et je pense qu'il faut voir aussi la corruption comme une forme de prostitution. La prostitution n'a jamais mis fin ici en Europe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont légalisé la prostitution pour en faire un métier légal. D'accord, merci Madame Laure de nous avoir rappelé. Nous comprenons que les systèmes capitalistes sont les systèmes les plus corrompus de ce monde. Débarrassons-nous du capitalisme et puis on a résolu le problème de corruption. Merci pour cet appel. Nous restons en Allemagne, Stuttgart. Précisément avec Patrick, qui aimerait également intervenir. Bonjour, je veux dire bonsoir, monsieur. Bonsoir à Média, bonsoir aux panélistes du plateau central et à ceux de N'Djamena. Alors, concernant la corruption, à mes yeux, Amnesty International est très mal placé pour être le thermomètre référentiel de l'état de la corruption en Afrique. Ça, c'est d'un. Mais nous, Africains, et un pays d'où je suis ressortissant, le Cameroun,
Nous vivons au quotidien la corruption. On n'a pas besoin d'une institution internationale pour nous le rappeler. Mais je dis ceci, étant vraiment séparé et soustrait de toute émotion dans l'analyse, je ne peux pas, parce que l'enfant du voisin est un voleur patenté, admettre que chez moi, mon enfant, à mon insu, me soutient de mon porte-monnaie quelques billets. C'est un peu cela que certains ont l'impression de donner, du moins, à mon entendement. Il est nécessaire, c'est pas parce qu'en Occident, certains parlementaires, au niveau institutionnel, il y a la corruption, qu'on peut justifier quoi que ce soit. Parce que n'oublions pas que nous avons des pays à bâtir encore de zéro. Nous avons un énorme travail car ils sont déjà très loin. Donc, moi je dirais simplement que dans un État sérieux, si les Africains véritablement veulent se débarrasser, on ne peut pas se débarrasser totalement de la corruption, nous le savons très bien, mais il faut combattre cela. Aujourd'hui, il y a des institutions dans un pays qui on a attribué un nom d'un vautour, le PSG, mais qui est particulièrement une institution à tête chercheuse, qui ne prend que ceux qui regardent de plus près la chaise du chef. Donc, je dis simplement que la corruption est internationale, mais dans certains pays, on a tendance à les institutionnaliser. Et c'est très, très dangereux. Parce qu'aujourd'hui, dans certaines familles, dans un pays que je connais bien, comme le Cameroun... D'accord, merci beaucoup, cher ami. Malheureusement, le temps nous tient à la gorge. Nous allons prendre Demba Traoré du Mali. Bonsoir. Allô? Allô? Demba Traoré du Mali, je vous salue et je vous respecte. Je respecte le grand Bandakani. Il a des... comment dirais-je, il a des analyses qui sont très profondes. Ce n'est pas celui qui fait la politique politicienne. Il plonge dans les profondeurs de l'Afrique pour prendre ses arguments et analyser les problèmes qui assaillent l'Afrique. Vraiment, c'est un grand homme. Ceci étant dit, la corruption, hier, au cours de l'émission spéciale, nous avons dit que la corruption ne correspond à aucun langage d'Afrique. Je l'ai dit, il y a quelqu'un qui m'a répondu en me proposant justement des interprétations. Mais étymologiquement, ça n'existe pas en Afrique. En tout cas, les langues que je connais, que je maîtrise, il n'y a pas une expression qui corresponde à la corruption. Il faut faire une fabrication, une interprétation pour approcher du sens occidental. Ceci étant dit, nous sommes sur la corruption, c'est un produit exporté. Il y a une dame qui a téléphoné, elle m'a mangé mes biscuits, comme le dit le grand Jean de Dieu ici, elle m'a mangé les biscuits. La corruption, c'est un produit, c'est le cœur, c'est le poumon de l'impérialisme, du capitalisme. C'est pourquoi nous n'avons aucun mot qui corresponde à la corruption, étymologiquement parlant, dans les langues africaines. Donc, voilà, nous disons que c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas, et à plus forte raison que... Merci Demba Traoré, merci pour cette intervention. Et ça me tente de demander à M. Djamène, corruption en votre langue maternelle, ça existe, vous pouvez le dire. En parenté, c'est pas la corruption, c'est une chore, ça veut dire le vol. Ben, corruption, ça n'existe pas. Littéralement traduit, c'est... Chore, ça veut dire le vol, voler. Ouais. Voler. Non, je dis corruption. Non, ça n'existe pas. Le débat n'est pas à ce niveau-là. Non, bien sûr. Je crois que, il est important. D'abord, il est important de préciser que tout à l'heure, j'admire beaucoup les analyses de Luc Michel en général, mais là, il a fait une erreur sur William Bourdon, qui n'est pas le président de Transparency International, il est l'avocat de Sherpa. Et souvent, dans un temps de Transparency, il n'en est pas le président. Ceci étant dit, est-ce qu'on a réellement besoin de Transparency ou d'Amnesty International pour savoir qui a la corruption chez nous? Je dis que Transparency est en dessous des réalités. C'est pire que ça. Monsieur Charles Nguini, président de Transparency Cameroun, est un éminent membre du RDPC. Le saviez-vous? On n'a pas besoin des rapports de Transparency pour savoir que le Cameroun respire après le football la corruption. Quand l'auditeur tout à l'heure, le téléspectateur dit que
non, ce n'est pas dans nos coutumes. Mais c'est hyper faux. Je suis Camerounais, c'est de quoi je parle. Les Camerounais savent de quoi ils parlent. Quand on parle de corruption, ça existe réellement. C'est pas importé. Dire... Ah, d'accord. Non, ça n'est pas importé. Nous sommes les Africains, on n'est pas les êtres parfaits. L'Afrique est un grand continent qui a donné à l'humanité ses enfants. Mais en même temps, on n'est pas des anges. La corruption existe en Afrique. Ça ne vient pas d'ailleurs, encore une fois. Arrêtons d'être des grands enfants comme le veulent bien les racistes blancs. Nous sommes des hommes avec nos défauts et nos qualités. On avancera parce qu'on reconnaît nos défauts et qu'on les combat. L'Afrique a des lacunes. Nos dirigeants sont souvent des suppôts de l'extérieur. Ils mettent souvent en place la corruption comme système de gouvernance. Par exemple, M. Biadi au pouvoir, pourquoi? Parce qu'il ferme les yeux sur de nombreux cas de corruption. J'ai constaté que vous avez beaucoup cité l'exemple camerounais aujourd'hui, en l'occurrence. Oui, parce que c'est le terrain que je connais le mieux. Mais ça ne m'empêche pas de voir aussi l'Afrique. Si on veut dire que souvent, c'est des choix de gouvernance faits par des dictateurs africains parce que ça les sert de rester au pouvoir. Mais dans les causes techniques, ça peut être les bas salaires. Quand un douanier, un policier a 50 000, 70 000 francs par mois, comment il va vivre s'il a 4 enfants? Il vit comment? Je ne dis pas que j'encourage la corruption, mais ça peut s'expliquer. Quand on met 60 000 francs par mois, évidemment, il est tenté par la corruption. Comprenez? Est-ce que vous n'êtes pas là en train d'appuyer l'argument selon lequel le système capitaliste est venu, quand même si la corruption a peut-être existé, est venu booster le fléau? Avec votre exemple. Les Africains sont capables d'escroquerie eux-mêmes. Nous sommes pas, il n'y a pas que des saints chez nous. Et ils ont toujours été. Je répète que nous sommes panafricanistes. Nous croyons profondément à l'Afrique. Nous devons lutter contre les maux qui viennent d'abord de chez nous, avant de voir ailleurs. Ce qui n'absout pas les opportunistes étrangers. Les impérialistes qui de tout temps ont toujours voulu que l'Afrique soit en bas. Nous, Africains, si on veut avancer, disons d'abord que nous avons nos propres escrocs, nos propres lacunes ici. Je veux dire que la corruption est un choix de gouvernance. C'est ça qui fait pérenniser certains systèmes au pouvoir. C'est une évidence. En même temps, je dis que, en vérité, quand vous voyez dans l'espace, par exemple, africain, il y a un sondage récemment, tout à l'heure vous disiez que 75 millions d'Africains acceptent à vous avoir versé les pots de vin. 75 millions. C'est un sondage qui part de mars 2014 à septembre. Et 58% disent que dans tous les pays d'Afrique, 58% d'Africains disent que la corruption s'est aggravée. C'est aggravé, bien sûr. Et 47% disent que la police et la justice, donc dans tous les pays africains, sont les institutions les plus corrompues d'Afrique. Ce n'est pas les Blancs qui l'ont inventé. C'est bien les policiers africains qui vont chercher, on appelle ça chez nous en Afrique, au Cameroun, le tchoko. Ce n'est pas les Blancs qui nous disent de le faire. Il faut déjà civiliser certains corps de métier. Il y a des magistrats corrompus. Bien sûr, l'ensemble des magistrats n'est pas corrompu. C'est des gens qui font très bien le travail dans l'ensemble. Mais il y a certaines brebis galeuses dans ces corps-là. Il faut le dire. Ce n'est pas une valeur une anti-valeur qui est importée. C'est nous-mêmes qui le créons. Donc, je rappelle qu'au Cameroun, par exemple, il y a eu 2 républiques. La première république, il y avait peut-être de la corruption, mais elle était contenue. Aujourd'hui, c'est extrêmement flagrant. Nous avons tout un gouvernement en prison. Pourquoi? Parce qu'il y a l'impunité. Or, la sanction a une vertu. Quand on ne sanctionne pas les gens, ils continuent de plus belle. Il faut déjà que les lois soient appliquées. Tout à l'heure, je crois que c'est mon frère Simo qui parlait de l'article 66. Depuis 1996, qu'on a inscrit sur le fronton de la Constitution camerounaise, l'article 66, dans la déclaration des biens. Alors, ça fait 18 ans qu'on n'applique pas un article, soi-disant parce qu'il y a un décret d'application. Mais pourquoi on ne met pas en place le décret d'application? Il y a une hypocrisie du gouvernement à maintenir la corruption socle sur lequel il est assis. Donc il faut dire halte à l'hypocrisie. Disons nous-mêmes Africains que nous sommes souvent aussi responsables de nos propres mots. De nos propres mots. Je n'aimerais pas faire un sujet bâclé, mais nous sommes vraiment arrivés au terme de cette émission. Rapidement, je vais vous donner quelques secondes. Oui. Quelques secondes, c'est très peu. Mais enfin. C'est vrai. Oui. Moi, j'admire l'habileté intellectuelle de mon prédécesseur qui, à un moment donné, la corruption, c'est le propre de l'Afrique. À un autre moment, c'est quand même, ça vient un peu, peut-être en petite proportion, de l'extérieur. Non, en réalité, la corruption en Afrique, elle a été, c'est une véritable usine, une manière de faire qui date de la colonisation. Savez-vous que avant l'indépendance, un kilo de cacao présenté par un indigène était acheté 10 fois moins cher que le même kilo de cacao présenté par un Européen? C'était ça la règle.
Savez-vous qu'avant l'indépendance, le fonctionnaire français gagnait 50 fois ce que gagnait le fonctionnaire indigène le mieux payé de la colonie? Savez-vous que ce système reste valable aujourd'hui? Personnellement, j'ai été dans une banque d'origine française. Nous étions 1380 Camerounais et il y avait 13 expatriés. Voilà comment on désigne les Français chez nous. Les 13 expatriés, à eux 13, gagnaient à peu près le double de ce que gagnaient les 1380 Camerounais. Non, quand on a des salaires de catéchistes pour vivre, parce que quand on importe un véhicule, on ne dit pas ça c'est pour un expatrié, on va le lui vendre à un prix d'expatrié, ça c'est pour un Camerounais, on va le lui vendre à un prix de Camerounais. Donc cette histoire-là, et j'ajoute que quand on dévalue le franc CFA, les salaires qui étaient déjà des salaires de catéchistes ont été divisés par 2. Et nous avons eu un ministre, M. Timi, on l'a appelé Chicago Boy. Il a encore divisé cette moitié par 2. Résultat, quand vous ne gagnez quand votre niveau de revenu est revenu à 25% de ce qu'il était, et que vous devez continuer à consommer, vraiment, je ne vois pas comment on peut faire autrement. Je voudrais, non, je n'ai pas fini. À un moment donné, le gouvernement du Cameroun a commencé par son chef, a dit, débrouillons-nous. Désormais, on travaille une demi-journée, le reste du temps, on fait le commerce, on fait d'autres choses. Mais quand vous demandez à un fonctionnaire d'être en même temps fonctionnaire et transporteur, d'être en même temps fonctionnaire et tenir une boutique, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Et tout à l'heure, quelqu'un a évoqué le niveau des salaires des, je ne sais pas moi, de certaines catégories de fonctionnaires. Je dois dire que c'est vrai, l'expatrié au Cameroun gagne vraiment, c'est le jour et la nuit. Mais quand je compare le niveau de salaire de certains types de fonctionnaires au Cameroun, au Gabon, 2 pays qui sont à la fois voisins et ont des économies à peu près équivalentes, j'ai dit le niveau des revenus, je ne parle pas que des salaires, le niveau des revenus est désespérément bas. Je vous rappelle, Alain Michel, vous étiez peut-être pas jeune, pas capable de comprendre. Pendant qu'on avait l'Office national de commercialisation des produits de base, quand on vendait le kilogramme de cacao à l'étranger à 1000 francs, le planteur touchait 200. En Côte d'Ivoire, quand on vendait à 1000 francs, le planteur touchait 800. Alors, comment voulez-vous, tous ces gens-là, en Côte d'Ivoire et au Cameroun, ils vivent à 80%, ils importent ce qu'ils consomment. Comment voulez-vous nouer les 2 bouts, comme on dit, avec un tel type de revenu qui n'est vraiment ni logique, ni simplement humain? D'accord. Merci beaucoup, Dr Simon Bassilikim. Rapidement, Monsieur Femba. Ok, merci mon cher Alain Michel. Il y a quelques petits points que je vais revenir rapidement. Ce que le docteur Bassilikim a soutenu. Malheureusement, je serais contre l'idée de mon cher voisin Djamène. Oui. Quand il parle de la colonisation, de la corruption, qui est un fait africain, je dis non. Je travaillais dernièrement sur un document concernant la pénétration des églises de réveil en Afrique, et j'ai constaté au hasard que l'effet des capitaux et la corruption n'existaient pas dans la période précoloniale. Mais c'est avec la pénétration que... J'ai le document, je travaille sur les églises de réveil. Donc déjà, on a demandé... Non, on progresse. On peut aller. On progresse, s'il vous plaît. Les faits historiques permettent de comprendre les faits actuels et à venir. Bien sûr. Donc, sur ce point maintenant, quand nous regardons l'analyse statistique, je disais ici, on est capable de faire dire aux chiffres ce qu'on veut. Alors, Transparency, rapidement, quel est le choix de son échantillon? Parce que le choix d'échantillonnage joue énormément sur les résultats
du sondage. Quel type de personne a été interrogé? Par exemple, le choix. Quelle personne? Quels sont les types de questions? Nous ne connaissons pas les types de questions. Donc, il faut faire extrêmement attention aux analyses statistiques. J'enseigne l'économétrie. Donc, c'est des choses qu'il faut faire extrêmement attention à ces histoires-là. Alors, ça, c'est un premier point. Et avec notre ami, et je disais, le choix d'échantillon, l'analyse et l'interprétation de données sont extrêmement importantes. Parce que si comme je disais, on analyse comme on veut, on l'interprète comme on veut. Le même résultat que vous me donnez, je l'ai analysé autrement. Alors, je continue rapidement, M. Alain Edna. Je disais ceci, par exemple, avec Transparency a laissé le coin qu'il ne fallait pas. Bon, il a laissé expressément. Le taux d'inflation, comme disait le docteur Bastien tout à l'heure, le taux d'inflation nous fait augmenter les prix. Et comment on fait augmenter le prix? C'est-à-dire, ces colons, ils arrivent ici, je ne sais pas comment on les appelle, les hommes d'affaires occidentaux, traitent avec nos hommes politiques, pas vous, les hommes politiques qui sont au haut niveau, traitent avec eux ou avec n'importe quel administrateur et leur donne le marché, parce que l'étude du marché même est biaisée déjà au départ. On leur donne les marchés, on leur permet, parce qu'ils ont donné l'argent aux hommes politiques, ils font leur prix élevé. Ça entraîne la corruption. Maintenant, avec cet élément, en constituant une caste d'hommes d'affaires, d'hommes riches en Afrique, au Cameroun, d'une manière générale, en Afrique, alors qu'est-ce qu'on fait? On est en train de constituer des familles régnantes, comme les 5 petites familles en Amérique, comme les 100 familles ou 100 en Europe. Donc, on est en train de constituer une caste de voleurs, de corrompus, de telle sorte que chaque pays africain aura sa petite caste qui va diriger le monde. Donc, les hommes politiques aujourd'hui ne rêvaient pas. On est en train de... Tous ceux qui me parlent des élections, à 2 tours, 3 machins, on est en train de construire cette caste-là avec ces hommes. Alors, ce qui revient à dire que lutter contre la corruption, c'est possible, en changeant de mentalité. Dernier point, s'il vous plaît, c'est sur l'épuisement de nos richesses. Quand ces gens-là viennent ici, M. Djamé vient de me donner quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Quand il me parle de l'eau Tanguy, où ces gens-là sont en train de pulvériser... Sans publicité. Oui, non, c'est d'ailleurs une mauvaise publicité, parce que c'est une eau qui empoisonne, dans tous les cas. Voilà. Alors, comment est-ce que nos États ont pris la peine de sanctionner ces gens-là? Ça veut dire qu'il y a une sorte de corruption. Non seulement ils épuisent nos sols, ils le volent. Transparency ne nous dit pas combien d'hectares ces sociétés prennent ici sans nous payer. Transparency ne dit pas ça. Transparency ne dit pas combien ils font sortir nos bananes, nos cacao et autres sans verser des taxes qui... Donc voilà, c'est là où Transparency va aller regarder. Je ne veux pas dédouaner la corruption. La corruption existante, voilà. Le système. Merci beaucoup. Président Bandakani. Pour ce savoir, merci. Bon, d'abord, une Afrique idyllique, c'est-à-dire l'Afrique précoloniale, pré-esclavagiste, idyllique, par la Diac, c'est une vue de l'esprit. En cela, je suis d'accord avec M. Destin Djamé. Mais quand je l'ai dit, c'est pour être en désaccord avec lui. Lorsque je voudrais dire, il n'est pas modeste, oui, il manque carrément, il n'est pas modeste dans ses envolées moralisatrices à l'égard des Africains. D'abord, les dirigeants africains ne sont pas des Africains. Vous ne pouvez pas, à cause des dirigeants africains, généraliser les faits des dirigeants africains aux Africains. Parce qu'en le faisant, vous condamnez l'immense majorité des Africains qui se battent pour changer le continent africain, les mêmes majorité africains qui croient des valeurs de responsabilité, de dignité et de honnêteté. Ils sont très nombreux en Afrique. Ils sont très nombreux. Je pense que M. Djamé lui-même n'est pas un corrompu. Sauf s'il me dit le contraire. Donc là-dedans, il faut qu'on soit précis. Il faut qu'on soit précis dans ces choses-là. Je ne vais pas revenir sur les démonstrations anthropologiques et historiques sur le début de la corruption dans son acception moderne sur le continent africain. Si quelqu'un nie ça, il n'est pas sérieux. Ce n'est plus la science, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on peut situer quand est-ce que la corruption est entrée. Je dis, mais dans son acception moderne. Parce qu'il y avait d'autres formes de corruption. Culturelle et consorts, ça on peut en parler. Mais dans son acception moderne, oui. C'est-à-dire que c'est à partir on peut situer à partir de l'esclavage et de la colonisation où on a vu cette mentalité, cette culture de la corruption entrer dans les pays africains. C'est un fait historique qu'on ne peut pas nier. Maintenant, quand je l'ai dit, jusqu'à quel niveau peut-on qualifier quelqu'un de corrompu? Et il avait raison d'évoquer le salaire, c'est-à-dire le pouvoir d'achat. C'est à quel niveau? Quand le fait général dans les sociétés africaines, c'est le fait que la multitude, l'immense majorité des Africains ont un pouvoir d'achat infra-humain. Je veux dire infra-humain.
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander à des gens qui n'ont pas le pouvoir d'achat, vous les condamnez, vous les traitez de corrompus. C'est comme si vous envoyez un boxeur sur un ring de boxe, vous attachez ses mains, et lorsqu'on bourgit son visage, vous venez là, vous commencez à l'insulter que tu es un piètre boxeur, tu es un vaurien. Celui qui le fait, c'est un démon, c'est un sorcier. Donc il faut, je veux dire qu'il y a des classes sociales qu'on peut rapidement inverser comme corrompus. On les connaît, c'est les classes dirigeantes, les élites qui sont là, au sommet de la société, pas seulement au niveau de l'État, mon ami Ndiamène, même dans le secteur privé, économique là, il y a des corrompus. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont déjà des revenus, qui ont un pouvoir d'achat, mais qui systématiquement sont corrompus. À ce niveau-là, le mot corruption a un sens. Parce que les populations qui sont privées de moyens normaux d'existence, à qui on a enlevé tout pouvoir d'achat, et qui se débrouillent, vous voulez leur faire la morale, vous êtes insensé. Il faudrait commencer par les garantir le pouvoir d'achat moyen, à partir duquel on peut dire que bon, toi, tu as suffisamment de moyens pour vivre. Donc tu n'as pas le droit de déborder. Alors que dans les pays africains, ça n'existe pas. Il ne faut pas revenir sur des raisons technico-économiques de cette situation-là. Donc, je voudrais revenir sur cette affaire qu'on appelle Transparency International. Rapidement. Je voudrais que cette ONG internationale n'est pas crédible. Parce que pour être crédible, il faudra d'abord que soit capable de lutter contre la corruption en son sein. Je dis bien en son sein. Or, il y a deux faits qu'on peut convoquer ici déjà. Son premier président, M. Peter Edgen, c'est un acteur allemand, monsieur, vous le connaissez. Peter Edgen. Il avait classé à l'époque le Cameroun, on les a années en plein ajustement structurel, je crois, avant. Il a classé le Cameroun comme le pays le plus corrompu du monde. Et bien, ce monsieur a été convoqué au Cameroun un an après. La prochaine année, après qu'il ait été bien reçu dans les sommets d'État du Cameroun, le Cameroun avait grandement changé. Je dis, monsieur Peter Edgen, je cite son nom. Il a été corrompu. Voilà, vous l'avez compris. Donc, il était le président de Transparency International. Il est venu ici au Cameroun, on a mouillé sa poche et il a changé de langage. Il est encore aujourd'hui, je crois, président de l'Union internationale de Transparency International, si mes souvenirs sont bons. Vous avez un deuxième fait. On se souvient ici dans les années, quelques années, vous avez en Guinée, Transparency International Sexton France a été pris en flagrant délit de chantage au président Obiangema. Les mêmes membres ici, pris en plein délit. Et votre maître, Jean Boudou, il était parmi les gens. Il était parmi, en tant que chef, il était parmi. On les a attrapés en Guinée, en train de faire le chantage pour dire que bon, nous on va t'enlever, on va déclassifier ton pays, sinon on va les marcher ici. Cette affaire a été diffusée ici à Afrique Média pendant bien longtemps. On les a pris maintenant dans le sac. Donc ce sont des pratiques de cette ONG qui la discréditent de parler de la corruption. Ce sont des sorciers. On ne peut pas être corrompu. Incapable de lutter au sein de votre ONG contre la corruption, vous donnez les leçons aux États. Quand on l'a dit, évidemment, on rejoint mes amis, sans dédouaner les dirigeants africains qui sont corrompus. Donc, ce sont des rapports afro-centrés contre l'Afrique. Je voulais, deuxième point avant de terminer. Monsieur, les pays les plus corrompus du monde, quand on a cité les pays africains, en quantité et en qualité, ce sont des pays occidentaux les plus corrompus au monde. Les États-Unis. Voilà un pays qui est, entre guillemets, le pays le plus économiquement développé en matière de force productive, de l'appareil de production le plus développé. Donc les États-Unis peuvent produire une quantité, c'est-à-dire incontable de richesses. Dans ce pays, vous avez plus de 50 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ça s'appelle quoi ça? Ça c'est 300 millions d'habitants. Hein. Ça s'appelle quoi? Je vous dis, ça s'appelle quoi? Alors, nous prenons le cas de la France et des pays africains. C'est le système de mafia de corruption le plus élaboré dans le monde, la France-Afrique. C'est-à-dire où les malades d'argent circulent. Et où il y a un compte qu'on appelle compte d'opération de France CFA, qui n'a aucune comptabilité publique en France. Je dis en France, le franc CFA. Et c'est des milliards de francs CFA qui sont dans ce compte-là. Vous prenez le cas de la Suisse. Vous avez le sociologue Jean Ziegler, c'est un Suisse, longtemps député dans le Parlement suisse, qui a qualifié son pays, il a écrit un livre, Suisse, nation de wrestlers. Pour démontrer que son pays, c'est un scandale dans le monde, que son pays, la Suisse, a été créée comme État pour servir de paradis fiscal. Il a écrit un livre dans ce sens. Il s'appelle Jean Ziegler. Donc, de quoi on va parler? Lorsqu'il y a les crises bancaires dans les pays occidentaux, il y a les crises de subprime par exemple, il y a c'est-à-dire, les banques ont fait de la fémania et ont escroqué les sociétés, ont escroqué leur pays. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a socialisé ces pertes, on a privatisé les profits. C'est-à-dire que, ce n'est pas le cas des États-Unis.
700 000 milliards de dollars. Plan Paulson, financé, plan Chabier financé pour couvrir les crises. Pareil en France et ailleurs. Or, le profit, c'est-à-dire les banquiers qui ont grugé les populations sont restés avec les profits. Ça s'appelle quoi? Je mets de côté les paradis fiscaux. Je mets de côté les mécanismes d'optimisation fiscale qui sont légaux. Et les top options et consorts. Je termine. Oui, pour terminer rapidement. Le vrai débat sur la corruption, je rejoins cette fille qui a appelé tout à l'heure. Cette femme, pardon, je m'excuse, cette femme. On veut nous faire croire par tout ça qu'on peut moraliser le capitalisme. On veut nous faire croire que le capitalisme est un système éthique qui peut se moraliser, alors que c'est faux. Je voulais démontrer, c'était pour dire que je voulais rappeler qu'on peut haïr le communisme. On peut mettre Karl Marx, mais on ne peut pas nier l'approche scientifique de Karl Marx, la théorie de la plus-value. Et aujourd'hui, on dit que dans le domaine scientifique, le profit en lui-même, c'est le vol. Vous volez le travail des ouvriers. C'est ce qu'on appelle la plus-value. Vous volez. Je sais que la même jamais n'est pas d'accord avec moi, mais c'est la science. La théorie de la plus-value, c'est une théorie scientifique que personne ne peut contester aujourd'hui. Donc le capitalisme vole la plus-value. C'est le vol. Donc on veut nous faire croire, par tous ces mécanismes-là, qu'on peut moraliser le système capitaliste. Pour amener le monde entier à accepter cette théorie fumiste qui veut nous faire croire qu'on ne peut pas faire mieux que le système capitaliste. Alors que l'humanité peut faire mieux. C'était la vérité hier. On peut faire mieux aujourd'hui. Un autre monde est possible en dehors du système capitaliste. Merci beaucoup, Président Bandakani. Monsieur Diamé n'est pas d'accord, mais malheureusement, nous sommes au terme de cette émission. Peut-être prochainement, ouvrirons-nous encore ce même sujet qui n'est pas exhaustif, comme tous les autres sujets sur Afrique Média d'ailleurs. Monsieur Kamalo, est-ce qu'il est encore en place? Il est en place. Nous avons la question fondamentale. C'est vous qui allez y répondre exclusivement aujourd'hui, très rapidement. C'est vous qui allez y répondre exclusivement aujourd'hui, très rapidement. Le respect. Comment lutter contre la corruption dans le continent? Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques solutions? Vous serez la dernière personne à prendre la parole. Merci mes chers frères, merci Monsieur le Président Batakani, merci tout le plateau de Douala. Nous pouvons combattre la corruption sur le continent africain. Le problème se situe au niveau de la grille salariale de nos États. Comme venaient de dire plusieurs intervenants, il va falloir que les salaires soient revus à la hausse. Et quelque part, les salaires soient revus à la hausse. Et quelque part, indépendance économique. Parce qu'avec la situation de la dévaluation de notre franc CFA, et par rapport au logement de notre franc CFA au trésor public français, est-ce que ce que nous demandons à faire pour que nous puissions bouder hors du continent, la corruption, est-ce que nous pouvons y arriver? C'est-à-dire qu'il faut que nous essayions de travailler à tel point que la grille salariale et le panier du ménagère puissent être revus. Moi, en tant que fonctionnaire, je prends un salaire à la miette très dérisoire. Quelqu'un vient dans mon bureau pour un travail, je suis obligé de lui demander, de me déposer. Chaque pays a son appellation, comme je venais d'attendre. Au Togo, on dit étamea. C'est-à-dire, il faut déposer quelque chose sur le papier, sinon ton papier sera emporté par le vent. Donc, c'est un système qui gangrène notre administration africaine. Il va falloir que nous puissions revoir. Et ceci, ce n'est pas une histoire d'ici demain matin. C'est vraiment, il reste un pavé à faire sur le chemin de cette histoire de la corruption. Et ce que je voudrais en venir pour vous faire signaler, la corruption vient des grandes sociétés multinationales. Même dans notre système électoral, vous verrez que le matériel électoral, la fournition de la technologie biométrique, tu verras que toutes ces histoires-là, les sociétés multinationales de l'Occident viennent avec leurs mallettes, ils sont en train de corrompre, elles viennent pour corrompre l'organe en charge des élections avec les mallettes d'argent. Voilà tout ce qui entraîne vraiment, ça instrumentalise vraiment notre administration. Donc, pour pouvoir s'en sortir de cette corruption, il va falloir que les pays africains puissent essayer de revoir la grille salariale de leurs fonctionnaires.
Et je pense qu'à ce sujet, le fonctionnaire serait tranquille, il est garanti, il peut faire son travail dans une certaine tranquillité. Je vous en remercie. Monsieur le Président, Monsieur Alain Lieutenant, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Hein. Tout le monde s'accorde à dire ici que c'est une belle conclusion. D'ailleurs, elle m'inspire quelque chose. Mon domaine, le journalisme, n'est pas épargné. Les médias reçoivent des mallettes d'argent pour taire la vérité. Et il fallait le dénoncer ici. Ce n'est pas une bonne posture, notamment une posture panafricaine. On est loin de là quand on agit de la sorte. Je ne vais pas conclure comme d'habitude. Nous avons énormément débordé en temps. Je vais dire merci à notre vaillant réalisateur, M. Bobda Rollin, qui nous a accordé quelques minutes de plus. Sur ce, je vous dis bonsoir.